de diriger le pays comme il le veut, avec les moyens dont il pourra disposer. Par exemple, une des solutions serait d'envisager la dissolution de l'Assemblée nationale. Une fois que vous avez élu un président de la République, il faut le laisser travailler. Il ne faut pas multiplier des astuces pour bloquer le fonctionnement du pays et forcer tout le monde à revenir à la table du dialogue pour se partager le gâteau. Chaque fois qu'ils se disputent, ils reviennent toujours. On entend Fachi et son copain là de Kingakat se sont rencontrés pour arranger donc leurs histoires de couple. Donc, nous, on les observe. La solution qu'il y a, la solution immédiate, c'est de changer la haute direction de la Banque centrale, c'est-à-dire remplacer le gouverneur et le vice-gouverneur, remplacer tous les membres du conseil d'administration de la Banque centrale, il y en a 8. La première personne, c'est Dieu. Et moi, je crois que Dieu est très bon pour nous tous. Et la deuxième personne, c'est le président de la République. Et je suis Franco Bongan, avec Franco Record. Et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep. Ndé non pas les grands boss. 10 ans d'avance, mouke image. Ndé non pas naïe. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozola la chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1-0D. Madame, monsieur, bienvenue à votre émission. Je reçois pour vous Dr Noël Tchani Mwadiamvita, candidat à l'élection présidentielle 2018, économiste banquier et auteur du plan Marshall pour le développement et la reconstruction de la RDC. Dr Noël Tchani, merci de nous recevoir. Merci d'être ici. Vous êtes parmi ceux qui ne dirigent pas la coalition FCC-Cash. On peut dire que le temps nous donne raison? Ben, je ne fais pas partie de la coalition FCC-Cash. Ils se sont choisis. Ils ont laissé les autres en dehors. Moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas choisi. Je pense qu'ils savent exactement pourquoi ils s'étaient choisis. Et nous constatons aujourd'hui que leur coalition ne donne pas de résultats. Le pays ne tourne pas comme il se doit. Ils passent leur temps à se tirer dessus dans les médias. Ils passent leur temps à essayer de se destituer les uns les autres. Donc, j'ai l'impression que les objectifs que nous poursuivons en tant que force du changement, de développer la RDC au profit de tous, ce ne sont pas exactement les mêmes objectifs qu'ils ont. Ils passent leur temps donc à se faire des guéguerres. Donc, je ne suis pas du tout mécontent de ne pas faire partie de ce groupe-là. Cela veut dire que le président de la République n'a pas 36 solutions. Ben, le président de la République, il est issu d'une formation politique qui a pigeon sur riz, l'UDPS. Le président de la République a gagné ces élections malgré le fait que les autres qui sont maintenant en coalition, en partenariat avec lui, ne voulaient pas du tout le laisser passer. Et ce que je peux dire, c'est qu'il doit déployer tous les moyens nécessaires, y inclut, s'il faut le faire, se distancer du FCC pour avoir l'occasion de diriger le pays comme il le veut, avec les moyens dont il pourra disposer. Par exemple, une des solutions serait d'envisager la dissolution de l'Assemblée nationale. Si il dissout l'Assemblée nationale, s'il constate que les institutions de la République ne marchent pas comme il faut, il peut réorganiser les élections et se faire peut-être une nouvelle majorité avec laquelle il pourra diriger. Mais même sans pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui fait partie de la majorité, qui ne fait plus partie de la majorité. Donc, le président de la République pourrait même démettre le Premier ministre actuellement, désigner un formateur du gouvernement ayant pour mission de constater d'abord au niveau de l'Assemblée nationale qui voudrait travailler avec le président de la République. Il peut constituer une nouvelle majorité avec laquelle il peut travailler. Donc, le président a beaucoup d'instruments à sa disposition qu'il peut utiliser pour faire avancer le développement du pays. Le FCC fait de plus en plus état des chiffres qui indiquent les dépenses publiques qui crèvent le plafond. Qu'en dites-vous? Moi, ça me fait rire lorsque j'entends ça. Vous savez pourquoi? Parce que le FCC a dirigé le pays pendant 18 ans. Et nous connaissons exactement les chiffres qui reflètent la situation du pays après leurs 18 années de règne. Ces chiffres sont lesquels? Le Congo est classé comme étant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Nous avons 85% de la population active au chômage.
nous avons une monnaie nationale qui ne vaut absolument rien, qui est devenue une monnaie de singe. Nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète. Et nous avons aussi le budget national le plus bas parmi les pays africains. Donc ça, c'est l'héritage que nous avons eu du FCC. Donc ces gens-là n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, moi, ce que je peux leur dire, qu'ils se taisent et qu'ils laissent le président travailler, nous allons l'évaluer à la fin de 5 ans. Pensez-vous que Fathi peut avoir la maîtrise de ces dépenses publiques? Si oui, à quelles conditions? Si on le laisse travailler, il peut utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à remettre le pays sur la bonne voie. Le problème, c'est que le président de la République n'a pas la majorité parlementaire. Il y a un gouvernement FCC, même s'il y a quelques membres du CACH, mais il y a l'Assemblée nationale FCC, il y a le Sénat FCC, il y a les gouvernorats des provinces en majorité FCC, nous avons les assemblées provinciales en majorité FCC. Donc le président de la République, il est seul dans un océan des gens du FCC qui ont leurs habitudes de gouvernance et qui sont en train aujourd'hui donc de faire même la résistance parce qu'ils ne veulent pas qu'on change le système qu'ils ont mis en place. Donc, je peux voir le président réussir s'il arrive à se débarrasser donc de ce système pourri que tout le monde donc a rejeté. Donc, je l'encourage fortement à trouver des voies et moyens pour pouvoir se distancer ou se libérer de ces gens-là pour qu'il puisse mettre en œuvre sa vision à lui, la vision de développement pour laquelle le peuple congolais l'avait choisi. Tous ces cafouillages-là que vous êtes en train d'énumérer, cela ne peut pas amener à un dialogue politique? Moi, je ne suis pas un grand partisan de ceux qui pensent qu'il faut régler les problèmes d'un pays à travers des dialogues. Tout le monde parle de l'état de droit. Nous sommes une démocratie naissante, mais aussi un état de droit naissant. Dans un état de droit, il y a des règles qu'il faut suivre. Les règles sont les suivantes. 1, vous avez des élections présidentielles, législatives, des élections à tous les niveaux. Pour un mandat bien spécifique, et le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une fois. Une fois que vous avez élu un président de la République, il faut le laisser travailler. Il ne faut pas multiplier des astuces pour bloquer le fonctionnement du pays et forcer tout le monde à revenir à la table du dialogue pour se partager le gâteau. Malheureusement, les Congolais, les politiciens congolais excellent dans ce genre donc de choses-là. Pardon, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu plusieurs dialogues qui finissent toujours par le partage des gâteaux. Et une fois qu'on a partagé le gâteau, ceux qui n'ont pas eu la place autour de la table recommencent encore le désordre pour demander de nouveaux dialogues. On n'en finit plus. Moi, je dirais cette fois-ci, pas de dialogue. Il faut laisser le président fonctionner. Il a un mandat de 5 ans. Il faut que tout le monde attende en 2023. S'ils veulent se présenter, qu'ils se présentent. Mais qu'on n'aille pas tout le temps dans des dialogues interminables parce que ce n'est pas constructif pour notre pays. J'ai vécu dans des pays à démocratie avancée, tels que la France, tels que les États-Unis. Dans ces pays-là, quand il y a une élection, malgré les malaises qu'on peut avoir dans la société, vous n'entendez jamais quelqu'un réclamer donc le dialogue. Tout le monde attend le prochain cycle électoral. Je voudrais que nous puissions suivre cet exemple-là, plutôt que d'inventer tout le temps donc la roue, de réinventer la roue, de chercher donc à pariser le fonctionnement du pays pour se mettre autour de la table et se partager le gâteau. On peut penser que Fathi a été lâché par ce partenaire politique. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de lâcher. Vous voulez dire les partenaires politiques, les gens du FCC? Oui, les gens du FCC. Bon, ils ont des mésententes entre eux-mêmes. Je ne connais pas de quoi ils se disputent. Parce que tout le monde se réfère toujours à ce fameux accord entre le FCC et le CACH, accord que moi je n'ai jamais vu. Donc je ne peux pas déterminer s'il a été lâché conformément à cet accord ou bien s'il se dispute simplement. Moi je dirais que ce sont des querelles de couple. Dans un couple, l'homme et la femme se disputent tout le temps. Mais le plus ils se disputent, le plus ils durent ensemble en tant que couple. Donc dans ce cas ici, je ne les ai pas encore entendus donc dire c'est terminé, ils vont divorcer. Chaque fois ils se disputent, ils reviennent toujours, on entend Fathi et son copain là de Kingakat se sont rencontrés pour arranger donc leurs histoires de couple. Donc nous on les observe. On veut que Fathi puisse réussir et on demande donc à ses partenaires de se comporter comme de véritables citoyens, des patriotes qui veulent que le pays avance même quand ils ne sont pas eux-mêmes à la présidence de la République. J'aimerais avoir votre opinion sur cette coalition. Voudrez-vous, vous personnellement, Dr Noël Tchani,
que cette coalition continue ou que Fachi se retire de cette alliance? Moi, personnellement, j'aurais souhaité que la coalition cesse d'exister pour que Fachi ait la liberté d'action, de mouvement, la liberté de former, de choisir les hommes de qualité avec lesquels il peut diriger le pays, des hommes qui ne sont pas corrompus. Comme vous savez, le système de FCC qui nous a dirigés pendant longtemps, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. C'est un système qui était très corrompu et les gens n'étaient pas d'une très grande moralité. Donc aujourd'hui, avoir les mêmes personnes entourer Fachi et dire à Fachi de donner des résultats différents de ce que le FCC nous a donné pendant 18 ans de règne, je pense que ce n'est pas réaliste. Donc, s'il en a la capacité et la possibilité, je lui dirais, Monsieur le Président de la République, libérez-vous de ces gens-là. Vous avez attaqué ouvertement la Banque centrale. Comment comprendre cela? Je n'ai jamais attaqué la Banque centrale, mais j'ai critiqué. Il faut que les gens comprennent la différence entre les mots. Attaquer, c'est prendre un couteau, aller se bagarrer avec quelqu'un. Ce n'est pas ça que je fais. Par contre, en tant que patriote de ce pays et qui voit la population congolaise mourir de faim tous les jours, et je sais que cette population, elle meurt de faim, elle est sacrifiée à cause des politiques conduites par la Banque centrale qui n'ont pas donné des résultats probants. Je m'insurge contre ces politiques-là. Je critique la banque pour son incapacité à donner au peuple congolais une monnaie qui soit crédible et stable. Je voudrais vous donner quelques exemples. Vous aviez entendu des étudiants de l'UNIKIN qui s'étaient révoltés. Pourquoi? Parce que leurs frais de scolarité, les Minerval, c'est comme ça que vous appelez frais académiques, étaient devenus trop chers par rapport à ce qu'ils pouvaient payer. La raison pour laquelle les frais académiques de 485 000 francs congolais par an, qui avaient augmenté donc de 285 000 à peu près, 250 000 à peu près, ce qui avait entraîné donc l'augmentation trop chère pour donc la population estudiantine, c'était la dépréciation de la monnaie. Le taux d'échange au départ était de 920 francs congolais pour un dollar, et après le taux d'échange s'est retrouvé donc à 2000 francs congolais pour un dollar. Donc quand on convertissait le même montant des frais académiques en dollars en francs congolais, le montant avait littéralement doublé. Quand ça double, alors que les salaires des parents qui payent ces frais académiques n'avaient pas changé, quand ça doublait, donc ça a entraîné une diminution considérable du pouvoir d'achat de la population estudiantine. On a connu ce problème-là, on a voulu le mater en fermant l'université en disant à tous les étudiants, allez rester chez vous et vous allez revenir après. Mais quand ils vont revenir, le problème n'aura pas changé. On a le même problème aujourd'hui avec les professeurs de l'UNIKIN, de l'IPEN, de l'Institut supérieur de commerce, de toutes les universités. Pourquoi? Parce que les salaires de ces professeurs-là étaient fixés au taux de $1 égal à 920 francs congolais. Aujourd'hui, avec le taux de $1 égal à 2000 francs congolais, le pouvoir d'achat des professeurs a été diminué de pratiquement 55%. Donc, c'est un problème récurrent qui entraîne la perte de pouvoir d'achat de toute la population congolaise et qui, à la base de ça, c'est la Banque centrale du Congo qui est incapable de donner au peuple congolais une monnaie stable. Si on avait stabilisé la monnaie, si le taux d'échange n'était pas passé de 920 à 2000 ou 2020, si le taux d'échange était resté le même, figé autour de 920, on avait déterminé donc les niveaux de salaire. On n'aurait pas ce mécontentement social aujourd'hui. Avez-vous une solution pour stabiliser cette monnaie? Oui, j'ai une solution. Et d'ailleurs, la solution, je ne l'ai pas simplement gardée dans ma tête. Je l'ai publiée dans des livres. Je vous informe que j'ai publié une thèse de doctorat qui a porté sur l'indépendance de la Banque centrale, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que j'ai fait une thèse de doctorat sur la Banque centrale du Congo pour dire aux gens qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une monnaie stable. Après ça, j'ai publié 3 ou 4 livres, Building Credible Central Bank, comment bâtir la crédibilité de Banque centrale, ou bien Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo, ou enfin, la bataille pour une monnaie nationale crédible. Et tous ces livres-là contiennent des recommandations de ce qu'il faut faire pour que le peuple congolais puisse avoir une monnaie crédible, une monnaie stable. Alors, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est quoi? Une banque centrale fonctionne sur base de crédibilité. Quand elle a perdu crédibilité, on ne peut pas s'attendre à ce que ceux qui ne sont plus crédibles puissent pouvoir donc la redresser. Je pense aujourd'hui, la solution qui a la solution immédiate,
c'est de changer la haute direction de la Banque centrale, c'est-à-dire remplacer le gouverneur et le vice-gouverneur, remplacer tous les membres du conseil d'administration de la Banque centrale, il y en a 8, et renouveler ce que j'appelle le comité de politique monétaire. Avec cette nouvelle équipe-là, ils peuvent commencer à zéro, à conduire la politique monétaire, la politique d'échange, de façon à éviter les erreurs que l'ancienne équipe donc avait commises et à donner au peuple congolais une monnaie qui serait donc plus stable et plus crédible. Je voudrais en profiter pour dire que j'ai vu tout récemment que le ministre des Finances s'est entretenu avec le Fonds monétaire international, qui leur a posé comme condition, avant d'entrer en négociation pour la mise en place d'un nouveau programme supporté par le Fonds monétaire ou soutenu par le Fonds monétaire, qui a posé comme condition, 1, de pouvoir désigner de nouveaux commissaires aux comptes. C'est une bonne chose. 2, de désigner de nouveaux membres du conseil d'administration de la banque. C'est une bonne chose. Mais je voudrais simplement dire que ces deux éléments-là ne constituent pas des éléments de redressement de la Banque centrale. Quand on désigne quelqu'un pour pouvoir auditer les livres de la banque ou bien pour être membre du conseil d'administration, tant qu'on n'a pas changé la haute direction de la Banque centrale, on n'a pas compris ce qu'il faut faire pour que la Banque centrale du Congo commence à se comporter différemment ou à diriger la politique monétaire différemment. Je voudrais dire encore une fois de plus au ministre des Finances et au Fonds monétaire international que leurs recommandations sont trop limitées. Ils ne sont pas allés suffisamment loin pour remettre la Banque centrale en voie de pouvoir fonctionner comme il se doit, comme une véritable banque centrale dans un pays, un grand pays comme la RDC. Vous avez parlé de la Banque centrale, vous parlez, chaque fois que vous passez, vous parlez, mais avez-vous l'impression d'être écouté? Je pense oui. Je suis très écouté, même si les gens ne veulent pas admettre. Je vous rappelle que je suis le seul ou peut-être le premier à avoir dénoncé le fait que les mandats des administrateurs de la Banque centrale ont expiré depuis plus de 10 ans et qu'il faut les renouveler. On vient de m'écouter en disant maintenant, transformant cela sous forme de conditionnalité donc du Fonds monétaire, en disant il faut renouveler ce conseil d'administration plus tard, avant le mois d'octobre, avant qu'on puisse entrer en négociation. J'avais dit la même chose en ce qui concerne les commissaires aux comptes. Donc, ils écoutent, sauf qu'ils vont par petits pas. Et moi, je voudrais qu'on aille beaucoup plus rapidement pour remettre cette banque-là en position de devenir une véritable autorité monétaire, similaire à la Fed américaine, à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada ou bien à la Banque centrale européenne. Nous en avons les capacités et nous avons une grande économie qui peut justifier la mise en place de cette Banque centrale qui soit une véritable autorité que tout le monde peut écouter quand elle parle. Pensez-vous un jour devenir gouverneur de la Banque centrale? Vous savez, je voulais devenir gouverneur de la Banque centrale quand j'avais l'âge de 12 ans. Et j'imitais les signatures d'Albert Ndele, le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo. Mais ce n'est pas simplement une question de volonté. C'est une question, vous savez, pour être gouverneur de la Banque centrale, il y a deux personnes qui interviennent dans le choix. La première personne, c'est Dieu. Et moi, je crois que Dieu est très bon pour nous tous. Et la deuxième personne, c'est le président de la République. Si le président de la République écoute le bon Dieu et décide de pouvoir mettre Noël Tchani comme gouverneur de la Banque centrale, je ne saurais pas donc résister à cet appel-là. Le gouvernement a accepté de donner 50 000 $ à la MIBA. C'est pour son redressement. Que pensez-vous de cela? En fait, ils ont donné pas 50 000 $, mais 5 millions de dollars. J'ai suivi cela et je voudrais remercier le gouvernement de ce geste-là, mais je voudrais dire que c'est vraiment triste qu'on n'ait pas fait le diagnostic qu'il faut pour donner à la MIBA ce dont elle a vraiment besoin pour son redressement. Moi, personnellement, j'avais effectué une mission en Bujimaï et j'avais rencontré la haute direction de la MIBA, j'avais visité les installations de la MIBA et je connais la situation financière de cette institution par cœur. La MIBA a besoin de 350 millions de dollars pour son redressement. Une portion d'argent va être utilisée pour apurer les arriérés des salaires. Il y a plus de 10 ans que les gens ne sont pas payés. Une portion va être utilisée pour payer ce qu'on appelle la dette de la MIBA à l'égard des fournisseurs. Et une portion va être utilisée pour renouveler l'appareil de production, les équipements. Quand on fait le total de tout cela, on arrive à trouver 350 millions de dollars. Vous conviendrez que 5 millions de dollars sur 350 millions, c'est rien. Donc c'est un trompe-l'œil. Deuxième élément, je voudrais que les gens puissent se rappeler de ça, parce que beaucoup de personnes semblent avoir une mémoire courte.
Joseph Kabila, quand il était président de la République, était parti en Mbujimaï et j'étais en Mbujimaï en ce moment-là. Il avait promis à la MIBA de donner 10 millions de dollars, 15 millions ou 10 millions de dollars pour son redressement. Et je pense qu'il y a eu même un chèque qui a été donné pour cela. Ça n'a pas suffi. Et j'avais dit à l'époque, c'était un trompe-l'œil. Je suis surpris que nous répétons la même erreur plusieurs années après le départ de Joseph Kabila. Je voudrais encore une fois de plus faire appel au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en lui rappelant que la MIBA a servi de vache à lait au gouvernement de la RDC, des gouvernements successifs. Ils se sont servis à la caisse. Ils ont pris toute la trésorerie de la compagnie et ils ont laissé une compagnie exsangue qui n'a pas de moyens pour pouvoir fonctionner normalement. Je voudrais que la RDC aujourd'hui renvoie l'ascenseur à la minière de Bakwanga en donnant les 350 millions de dollars nécessaires pour le redressement de cette compagnie. Pourquoi? Parce que la MIBA constitue le poumon économique du Grand Kasaï. Si la MIBA ne tourne pas, l'économie du Kasaï est complètement par terre. Et c'est pour cela que vous voyez exode rural, c'est-à-dire des gens qui sortent du Kasaï pour venir à Kinshasa faire le Wewa ou quitter le Kasaï pour aller au Katanga, pour aller faire des petites activités. Ça crée un malaise social. Si on peut résoudre véritablement les problèmes, non seulement du Grand Kasaï, mais également de l'économie kassaïenne, mais également de la population kassaïenne. Il faut restructurer ce poumon économique qu'est la minière donc, de Bakwanga, donc la MIBA, en lui donnant donc tous les moyens qu'il faut pour son fonctionnement et pour sa restructuration. Le Conseil de ministres a approuvé une amnistie pour toutes ces personnes qui ont fait souffrir le peuple congolais. Que pensez-vous de cela? J'ai suivi avec intérêt les conclusions de la réunion du Conseil des ministres de vendredi, où ils ont dit qu'ils ont approuvé le projet de loi portant sur l'amnistie relative aux faits infractionnels, aux crimes de guerre, à des actes politiques qu'auraient commis certains de nos compatriotes. Je veux bien comprendre qu'on essaye de pouvoir trouver des solutions par rapport aux gens qui se sont comportés de façon criminelle par rapport aux autres citoyens. Mais en les amnistiant et en les mettant sans condition, soit dans l'armée, soit dans la vie de tous les jours, je pense qu'on fait la promotion de l'impunité. Moi, je souhaiterais que tous les citoyens congolais soient tenus responsables de leur comportement. Vous avez pris des armes contre la République, on vous juge, on vous condamne. À la rigueur, si on peut vous donner l'amnistie, ça doit être en échange de quelque chose d'autre. Par exemple, l'engagement à ne plus jamais exercer des activités politiques, l'engagement à ne plus jamais reprendre des armes. Et il faut que ça soit clair pour que les gens comprennent que vous ne pouvez pas donc juste du jour au lendemain être un bandit, vous tuez les autres et après on vous amnistie, vous revenez et vous commencez à vous comporter comme avant et quelques années plus tard vous reprenez les armes et ça, on encourage en quelque sorte donc l'impunité et la perpétuation, si je peux dire, des mêmes crimes que nous essayons donc de combattre. Donc, messieurs les excellences, les ministres qui avaient participé à ce conseil des ministres là, je voudrais vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur l'approbation de cette loi-là et je souhaiterais qu'elle soit modifiée pour inclure les préoccupations donc, dont je viens de parler. Notamment, on donne l'amnistie à tous ceux qui ont fait des crimes et consorts, à condition qu'ils n'exercent plus des activités politiques dans notre pays. J'aimerais avoir votre avis sur cette conférence qui devait se tenir à Goma, qui a été repoussée à une date ultérieure. Que pensez-vous, Dr Noël Tchani? J'ai suivi cela avec intérêt. Je pense qu'avant de convoquer des conférences, il doit y avoir des équipes préparatoires impliquant tous les pays qui devaient participer à cette conférence-là. Donc, je suis surpris qu'on ait annoncé la date de la conférence, qu'on ait même annoncé que le chef de l'État allait se rendre là-bas et quand, soudainement, on nous dit que la conférence ne va plus avoir lieu parce que le Burundi a refusé de venir ou bien l'Ouganda a refusé de venir. Moi, je crois qu'en tant que pays, nous devons faire les choses différemment. La préparation n'a pas été bonne. Il faut anticiper, il faut préparer minutieusement. Ce sont des choses qui se préparent plusieurs mois en avance. Au lieu de paraître ridicule en dernière minute, en se pointant là-bas, et personne ne veut donc venir. Ça donne une très mauvaise image donc, de la RDC. C'est comme si les gens ne veulent pas venir en RDC alors que c'est le plus grand pays donc, de la sous-région. Donc, encore une fois de plus, je ne connais pas les détails de comment ça a été préparé. Je voudrais que dans l'avenir, nous soyons beaucoup plus sérieux que ce que nous avons fait donc, à cette occasion.
L'émission est presque finie, mais une dernière question. Serez-vous de nouveau candidat à l'élection présidentielle 2023? À l'élection présidentielle 2023, waouh! Nous venons de sortir de l'élection présidentielle 2018. Il y a des résultats qui sont encore frais dans nos têtes et nous voulons d'abord donc nous reposer. Je ne pense pas à 2023 pour l'instant. Je voudrais me concentrer sur ce que nous devons faire pour aider le président qui est là en poste pour qu'il puisse réussir. Pour que si on arrive à 2023, déjà, certains préalables soient réunis pour que les gens puissent même penser s'ils doivent se présenter ou pas. Quels sont ces préalables par exemple? 1, il faut restructurer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle nous organise des bonnes élections meilleures que celles de 2018, pour qu'il n'y ait pas de contestation à l'infini comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. 2, je voudrais qu'on puisse changer le mode du scrutin de certaines élections. Par exemple, l'élection de gouverneurs de province et des sénateurs. On doit passer du mode de scrutin indirect au mode de scrutin direct pour que la population choisisse directement ses gouverneurs de province ou bien ses sénateurs. Parce que le système d'élection de scrutin indirect favorise la corruption. Il suffit qu'un candidat cible 4 ou 5 députés, leur donne de l'argent pour que ces députés votent pour lui et il devient sénateur. Ce n'est pas ça que nous voulons donc réaliser. 3, je souhaiterais que nous puissions faire le recensement et l'identification de la population. C'est extrêmement important qu'on sache, nous avons combien de Congolais sur l'étendue du territoire national et aussi dans la diaspora. Quand on fait des politiques, il faut qu'on sache il y a combien de gens à Najika, il y a combien de gens à Kinshasa, combien de gens à Kindomaniema, ainsi de suite. Donc on a besoin de ces informations sur l'identification et le recensement de la population. Ça doit être un préalable même à la tenue des prochaines élections. 5, je pense qu'il faut qu'on intègre les Congolais de la diaspora. Nous avons près de 10% de la population congolaise qui vit dans la diaspora, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, dans d'autres pays. Il faut qu'on puisse recenser ces Congolais de la diaspora, qu'on leur donne des cartes d'électeurs et qu'on leur permette de participer au choix des dirigeants dans notre pays. Pourquoi? Parce que la diaspora congolaise elle est très importante. Vous savez, beaucoup de familles congolaises ici vivent grâce au transfert d'argent qui vient de la diaspora vers ces familles-là. Donc, on ne peut pas simplement soutirer l'argent qu'ils produisent en étant à l'extérieur et refuser qu'ils participent donc au choix des dirigeants. Donc, il faudrait qu'on intègre ces choses-là. Et je voudrais aussi, au niveau de l'élection présidentielle, qu'on intègre quelque chose que moi, je pense est très important. Qu'on ait d'élection présidentielle à 2 tours. Comme ça, si on a 21 candidats, au premier tour, les gens se font concurrence entre eux-mêmes. On arrive au deuxième tour où il y aurait, par exemple, 2 candidats simplement. On va se concentrer sur ces candidats-là. Et qu'on ait aussi l'obligation, au niveau de l'élection présidentielle, d'avoir ce que j'appelle les débats contradictoires. Dans une démocratie, il faut que les Congolais connaissent qui est qui a quelles idées, qui a quelle vision. Mais si on n'a pas donc de débats contradictoires, on ne peut pas comparer candidat 1 au candidat 2, au candidat 3. Donc, ces choses-là sont des préalables, je pense, que nous devons faire avant qu'on arrive à l'élection 2023. Et une fois qu'on a fait ces préalables-là, je pense qu'on sera en position de déterminer si ça vaut la peine de se présenter ou pas. Mais pour l'instant, je ne pense pas du tout donc, à cette élection-là. Monsieur Noël Tchani, avez-vous un message à lancer à la population congolaise? Oui, je voudrais demander à la population congolaise de prendre conscience que nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays, grand comme un sous-continent. Nous avons la taille aujourd'hui de tous les pays de l'Union européenne combinée. Nous seuls, nous faisons littéralement un tiers donc des États-Unis d'Amérique. Nous avons une population, 100 millions d'habitants, beaucoup de ressources naturelles. Nous sommes capables de nous développer à une vitesse exponentielle. Mais pour arriver à réaliser ces objectifs de développement et permettre à notre peuple de vivre mieux, nous devons faire certaines choses. La première des choses à faire, c'est de lutter contre les antivaleurs. Je suis choqué, stomaqué, je suis attristé par la montée de ce que j'appelle le tribalisme et le provincialisme. J'entends des messages de haine, des gens qui disent « nous sommes des originaires de telle province et nous voulons exterminer tous ceux qui ne sont pas donc de notre coin ». Ce genre de langage-là est tout à fait inadmissible. Je veux que tous les Congolais se sentent à l'aise sur l'étendue du territoire national,
Que vous soyez né en Ganajika, vous devez, si vous êtes né en Ganajika, vous pouvez vivre à Kinshasa, à Kisangani ou en Kamba. Si vous êtes né en Kamba, dans la Terre Sainte, la Nouvelle-Jérusalem, vous pouvez vivre aussi en Ganajika, à Kisangani, à Lubumbashi, partout. Donc tous les Congolais doivent se sentir à l'aise partout en République démocratique du Congo. Mettons fin à ces velléités donc de tribalisme. Et les politiciens qui utilisent ce langage-là, ils ne méritent pas d'être dans la vie politique. C'est pour ça que je voudrais demander à notre Parlement, notre Sénat, de concevoir donc des projets de loi pour lutter contre le tribalisme, le favoritisme, le provincialisme. Parce que ces valeurs-là, ces antivaleurs-là, menacent la cohésion nationale et la stabilité même de la République démocratique du Congo en tant que pays. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Madame, Monsieur, je vous dis à la prochaine. Bautu bozolanda chaîne abiso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1/0D. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali awa ba mateya ba prédication. Na senga ba ndekuzu tous s'abonner pour na kolanda mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebele. Namakasité, Nabopétignon surtout, avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network chez Mouké Image des Advance. Dio Mukamba African TV Network. Pour s'abonner massivement, check c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wakaka, tujiunge wadada. Ndeno kepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Ndeno kepa na ye.